Reconnaissez-vous ce visage? Mais oui, c'est Jeremy Meeks, dont la notoriété a émergé après la diffusion de sa photo d'arrestation par la police de Stockton en Californie. Malgré des accusations liées aux armes et aux gangs, son apparence séduisante a attiré l'attention des agences de mannequins. Et aujourd'hui, il gagne jusqu'à 30 000 $ par mois et il s'est bâti une jolie petite fortune. Mais il est loin d'être le seul à avoir quitté le monde de la criminalité pour mener une vie entreprenante et licite couronnée de succès. Accrochez-vous car on va parler dans cette vidéo d'anciens criminels dont la vie a complètement changé. Jay-Z est sans doute aujourd'hui l'un des musiciens les plus célèbres et les plus riches du monde. Si aujourd'hui il possède des lignes de vêtements, un label, une agence de sport, un service de streaming, des marques d'alcool haut de gamme et quelques actions de la société Uber, ce capital impressionnant ne s'est pas construit en un jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il part de très loin. Lorsqu'il était adolescent, il dealait dans les rues de New York exposé à tous les dangers de l'industrie des stupéfiants. Mais déjà à cette époque, la musique le passionnait et il rêvait d'acquérir son indépendance en la pratiquant. Sa carrière a commencé au milieu des années 1990, avec son premier album Reasonable Doubt, grâce auquel il engrange ses premiers gains. Depuis, ce fut une ascension prodigieuse et il faut le dire méritée, car Jay-Z possède un sens des affaires très développé. Par ses placements judicieux, par la diversification de son portefeuille, par son activité infatigable et efficace, il a été le premier rappeur de l'histoire à atteindre une fortune d'1 milliard de dollars. Certes, ses principaux gains n'ont rien à voir avec la musique, mais il n'en a pas moins de mérite. Il a su s'extirper brillamment de la condition où il se trouvait quand il était sans perspective, sans ressources, sans amis, et qu'il trempait dans les affaires dangereuses du trafic. Ironie de l'histoire, figurez-vous que malgré sa richesse phénoménale, Jay-Z vend encore du cannabis. Oui, mais n'allez pas croire que c'est par une espèce de vengeance raffinée sur le destin, non. Cela n'a pas grand-chose à voir avec ses anciennes méthodes de trafic. À travers sa société Monogram, il vend des produits de cannabis de haute qualité, aux saveurs variées, pour fournir des expériences sensorielles délicates. Et le tout dans des coffrets esthétiques inspirés des boîtes à cigares les plus prestigieuses. Et c'est tout à fait légal. Vous voyez qu'on est plus dans le luxe qu'autre chose. C'est comme il dit, un nouveau chapitre dans le cannabis. La vie de Kevin Mitnick, le pirate informatique légendaire, est un récit captivant d'une transformation hors du commun. Né en 1963 en Californie, Mitnick a commencé sa carrière de hacker dès son adolescence. Fasciné par l'électronique, il a obtenu une licence FCC sans restriction. Son premier coup d'éclat remonte à 1979, lorsqu'il a réussi à pirater les ordinateurs de l'Université de Californie du Sud. Mitnick a perfectionné ses compétences en ingénierie sociale, son domaine de prédilection est la clé de ses exploits. Cependant, l'année de juin 1992 marqua sa chute d'une manière assez improbable. Il avait commis une imprudence dans ses opérations d'infiltration, imprudence due à son excès de confiance. Il pensait en effet qu'il ne serait jamais arrêté. Mais le FBI l'a arrêté en Caroline du Nord. Mitnick a plaidé coupable à plusieurs délits informatiques et a purgé 5 ans de prison. Mais c'est après sa libération en 2000 que sa vie a pris un tournant extraordinaire. Mettant à profit son expertise criminelle, il est devenu consultant en cybersécurité, conférencier et auteur. Ses livres, basés sur son expérience de hacker, ont été bien accueillis par la critique. Son héritage dépasse la notoriété sulfureuse du passé. Mitnick a contribué à ouvrir la voie à la cybersécurité moderne en mettant en lumière la fragilité des systèmes informatiques et la vulnérabilité humaine face à l'ingénierie sociale. Décédé en 2023 à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer, Mitnick laisse derrière lui un legs d'intelligence informatique et de compétences technologiques exceptionnelles. Son rôle en tant que hacker chapeau blanc et fondateur de Mitnick Security Consulting continue d'influencer le domaine de la cybersécurité. Et d'ailleurs, il est l'exemple vivant de l'importance cruciale de la protection contre les cybermenaces. Maintenant, on va parler de Larry Levin, que vous connaissez peut-être pas. Cet homme s'est retrouvé derrière les barreaux pendant une décennie condamné pour une série impressionnante de délits, allant du trafic de stupéfiants à la fraude en valeurs mobilières. Mais depuis, Larry Levin est devenu un homme respecté et utile. À l'âge de 47 ans, Larry a voulu, en homme avisé, mettre à profit son expérience, et quoi de mieux pour un ancien détenu que d'offrir des conseils aux escrocs, aux fraudeurs et aux prisonniers. Pour ce faire, il a fondé le Wall Street Prison Consultant. Et il est devenu un consultant très prisé par les entrepreneurs malhonnêtes cherchant à esquiver la justice. Avec un cynisme aiguisé, il a trouvé sa place dans le monde des affaires troubles. En effet, les hommes d'affaires corrompus sollicitent son expertise et sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour éviter une condamnation certaine dans une ville où les crimes en col blanc prolifèrent et où la SEC, l'organisme qui contrôle et régule les marchés financiers, reste vigilante. Cependant, même au sein de cette sphère, Levin a tracé des frontières morales, et c'est une chose qu'on peut saluer. Car en effet, il refuse catégoriquement d'aider des individus tels que Bernie Madoff ou bien les agresseurs d'enfants, comme quoi on peut fréquenter la pègre et avoir une éthique.
Pour Levin, la clé réside non pas dans la distinction entre le bien et le mal, mais dans la maîtrise de l'art de la manipulation. Et comme il le dit lui-même, il ne s'agit pas de déterminer qui a raison ou tort, il s'agit de savoir qui ment le mieux. Son expertise ne se limite pas au crime en col blanc, il explore également les failles du système judiciaire. En exploitant les politiques pénitentiaires, Levin aide ses clients à participer à des programmes de désintoxication et par là il leur offre l'opportunité de réduire leur peine de manière significative. Derrière le pragmatisme du consultant se cache un homme dont on peut dire qu'il a trouvé le chemin de la rédemption. Il est utile et il est même estimé par ses pairs. Chris Upchurch, ancien propriétaire de concessions automobiles à Boise, le considère désormais comme un guide bienveillant dans un monde gangréné par la fraude et le vol. Évoquons maintenant un autre cas de rédemption non moins intéressant. Charles Wendell Colson. Cet homme autrefois connu comme le conseiller spécial sans scrupules du président Richard Nixon a complètement changé sa vie à l'aube de la quarantaine. Avec des lunettes à monture d'écaille, Colson était jadis surnommé le génie maléfique au sein de l'administration Nixon, lequel était prêt à user de tous les moyens pour assurer la réélection présidentielle. La réputation déplorable de Colson ne présageait en rien le revirement complet qui allait changer le cours de sa vie. En 1972, Charles Colson, occupant alors une position influente au sein du comité de réélection du président Richard Nixon, se trouve au cœur du célèbre scandale du Watergate. Ce rôle crucial dans cette affaire est lié à une tentative visant à discréditer Daniel Ellsberg, un analyste du Pentagone. Pourquoi ferait-il cela? Eh bien, Ellsberg avait divulgué une étude secrète du département de la Défense sur le Vietnam qui compromettait grandement Richard Nixon, connu sous le nom de Pentagon Papers. La stratégie de Colson pour discréditer Ellsberg impliquait l'intervention des plombiers. Drôle de nom, n'est-ce pas? Mais leur fonction est bien drôle, car il s'agit d'un groupe secret créé par Nixon pour enquêter sur les fuites provenant de la Maison-Blanche. En 1971, ces plombiers ont été chargés de pénétrer par effraction dans le bureau d'Ellsberg afin de recueillir des informations compromettantes susceptibles de discréditer le lanceur d'alerte. Mais finalement, la tentative a échoué, et l'affaire fut connue du grand public, et alors ce fut un scandale et Colson était directement impliqué. En 1974, devant les preuves accablantes, Colson a plaidé coupable et il fut emprisonné. Cependant, c'est dans l'obscurité de sa cellule que Colson trouve la lumière spirituelle. Il embrasse la foi chrétienne et de ce jour, il devient un croyant fervent qui veut racheter le mal passé par une conduite vertueuse et charitable. À la sortie de prison, Colson ne renie pas son passé. Sa foi reste inébranlable et il consacre sa vie à des œuvres de rédemption. Fondant le Prison Fellowship Ministries, il se consacre à aider les détenus. Il accomplit des actions dignes de louange, contribue au progrès de la religion, s'exprime sur des questions cruciales telles que la surpopulation carcérale et la peine de mort, tout en préconisant des projets de travaux d'intérêt général pour les coupables de crimes non violents. À sa mort à l'âge de 80 ans, Colson a fait oublier son passé criminel, et de la disgrâce à la rédemption, son parcours de vie est un puissant témoignage de la capacité humaine à se racheter. Des ruelles d'East Rochester à l'éclat des projecteurs, la vie de Georgia Durant est d'une trajectoire atypique. Sa vie mouvementée comporte des succès éblouissants et des traumatismes insondables. Son parcours est si original et si intéressant que l'industrie du cinéma est tentée d'en faire un film, même si elle le dit elle-même, compresser sa vie en 2 heures est une chose impossible. Tout d'abord, son enfance était malheureuse, elle a subi un viol à un âge très jeune. Et dès l'adolescence, dans les années 1960, elle s'était lancée dans le mannequinat, propulsée sur la scène en tant que Kodak Girl, première femme à arborer un bikini plutôt qu'un maillot de bain, une pièce pour Eastman Kodak. Une vraie consécration, des centaines de panneaux publicitaires et d'annonces dans les journaux la mettaient en vedette. Et avant l'âge adulte, elle était déjà une célébrité glamour. Pourtant, derrière cette façade, la vie de Durant était tout sauf idyllique. Comme elle l'a confessé, elle a été précipitée très tôt dans le monde des adultes. Ses amis étaient intimidés, les garçons n'osaient pas l'inviter à sortir. Elle était isolée et malheureuse et dans le cadre de son métier, elle commençait à fréquenter les bars peu fréquentables de Rochester, qui étaient des repères dans les années 1960 et 1970 pour les figures du crime organisé. Certaines de ces figures étaient connues, comme Salvatore Gingello, avec qui elle avait développé d'ailleurs des liens d'amitié jusqu'à la mort de celui-ci. Il était pour elle un protecteur et un grand frère plutôt qu'un amant, mais malgré cela, elle subissait des violences et des menaces, et elle a eu du mal à s'affranchir de ce milieu dangereux. Cependant, elle a fini par y parvenir et elle a écrit une autobiographie très intéressante qui a passionné le public. On sait que l'Amérique voue un amour particulier à ses gangsters, et justement l'histoire de Durant offre une perspective rare, celle d'une femme mêlée au mode de vie de la mafia et qui réussit à s'en libérer par souci de sécurité et de raison. Ses mémoires offrent un aperçu poignant sur l'existence agitée qu'elle a menée et qu'elle résume en une phrase « Mon histoire est une histoire de maltraitance ». Mark Chopper Reed est un homme au destin inattendu qui a transformé une existence marquée par le crime en une carrière littéraire.
Oui, Reed, autrefois gangster australien redoutable, mêlé dans des affaires de vol à main armée, de fusillade, de coups de couteau, de torture et de rapt, est devenu un auteur. Mais derrière la façade du gangster se cache un passé complexe. Né le 17 novembre 1954 à Melbourne, dans une famille chrétienne stricte, Reed a été élevé comme adventiste du 7e jour. Il s'agit d'une secte protestante. Mais la religion ne l'intéresse guère, et sa mère, une figure autoritaire, l'a placé dans un établissement psychiatrique à l'âge de 15 ans, en pensant qu'il avait abandonné sa foi pour cause de folie. Sous le poids d'une thérapie de choc intensive et d'un cocktail de médicaments antipsychotiques, Reed a connu des moments de folie certifiés à 19 ans et à nouveau 23 ans. Entre 20 et 38 ans, Reed passa seulement 13 mois en liberté. Toutes ces années furent marquées d'une série de délits et de crimes odieux à l'intérieur des murs carcéraux. Il était chef de gang et dirigeant un groupe de détenus connus sous le nom de The Overcoat Gang. En prison, il a fait quelques coups d'éclat mémorables qui lui ont valu sa réputation redoutable. Il s'était fait par exemple couper les oreilles avec une lame de rasoir pour braver les rigueurs du bloc H de la prison de Pentridge. En 1978, il tenta même d'enlever le juge Bill Martin en le menaçant d'un fusil de chasse. Mais plus tard, de sa cellule, il écrivit une lettre d'excuse pleine de bienveillance au juge. Oui, on peut penser que c'est paradoxal, mais c'est révélateur de la nature complexe de ce criminel. Au sommet de sa notoriété, Reed, en collaboration avec les journalistes Andrew Rule et John Sylvester, écrit l'histoire de sa vie, la publie et devient l'auteur de crime le plus vendu en Australie, vendant plus de 300 000 exemplaires de ses livres. Ainsi, l'homme qui se vantait d'avoir été impliqué dans le meurtre de 19 personnes et dans la tentative de meurtre de 11 autres a finalement trouvé une nouvelle voie dans la littérature. Ainsi se termine notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas comme toujours de laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, lequel de ces criminels ayant changé de vie vous inspire le plus? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.